qui me rappelle comme donc, ça ne sera pas un cours classique. Donc, on va procéder avec des cas cliniques. Euh, j'ai choisi les cas cliniques qui sont des cas pièges. Donc, où le diagnostic il est pas clair, il est difficile, où la prise en charge elle est importante. Donc, il faut bien connaître le diagnostic et bien connaître la prise en charge. Donc, on va commencer avec le premier cas clinique. Donc, c'est un jeune âgé de 23 ans qui est victime d'un accident sportif lors d'un match de rugby. Le traumatisme, c'est un traumatisme de l'épaule droite avec à l'examen clinique une douleur à la palpation de l'acromion et du tiers distal de la clavicule, donc avec la notion d'un touche du piano, donc au niveau de la clavicule. Que demandez-vous comme examen complémentaire? Je vous en prie. Donc c'est un jeune, il pratique le rugby avec un traumatisme de l'épaule droite. Donc quel est l'examen à demander, examen complémentaire? Vous m'entendez? Allô? Euh, oui, Oui, docteur Hichem. oui. Donc vous Donc, m'entendez? on demande radio de l'épaule face au profil de l'ami. Parfait, parfait. Donc, Euh, voici cette radio. Donc, est-ce que vous pouvez l'interpréter? Donc, on commence par les structures anatomiques qui apparaissent sur cette radio. C'est de l'anatomie, purement anatomique. Et puis, on va chercher les lésions ensemble. Donc, quelle est cette structure? Vous voyez le curseur? C'est la clavicule. Ouais, L'extrémité distale ouais, de la ouais. clavicule. C'est l'extrémité distale ou latérale de la clavicule. Ça? C'est quoi ça? L'acromion. L'acromion, c'est l'acromion. Ici, on voit le processus coracoïde avec une vue axiale. Donc, ici, c'est le l'humérus. Donc, avec la glène scapulaire. Donc, c'est quoi l'anomalie ici, sur cette radio? elle n'a pas de bonne qualité. Oui, elle n'est Non? pas de bonne qualité. Oui, c'est très bien. Donc, il faut demander toujours une radiographie de bonne qualité. Mais parfois, aux urgences, vous êtes devant une telle radio. Donc, est-ce qu'on peut... Augmentation de la distance entre la clavicule et Parfait, l'acromion. parfait. Normalement, la clavicule, elle s'articule avec son extrémité distale avec l'acromion. Donc, il n'y a pas une vraie interligne visible sur la radiographie. C'est le normal, dans l'état normal. Ici, on voit ce diastasis entre la clavicule et l'acromion. Donc, c'est une disjonction acromio-claviculaire. D'accord? Oui. D'accord. Donc, un peu d'épidémiologie. Donc, cette lésion, elle représente 10% des luxations de la ceinture scapulaire. Donc, elle est relativement rare. Sa prévalence est entre 3 à 4 par 100 000 habitants. Donc, elle touche les personnes de la troisième et la quatrième décennie. Donc, avec un sexe ratio à 5 sur 1. Donc, 5 hommes pour une femme. Donc, le mécanisme, généralement, est un traumatisme latéral du moignon de l'épaule. Donc, il existe alors des sports à risque, à savoir le rugby, le judo et surtout le hockey. Donc, mais c'est pas un sport qui est de notre région. Donc, un petit rappel anatomique pour comprendre le phénomène de la disjonction acromio-claviculaire. En fait, cette articulation, elle est stabilisée par un ensemble ligamentaire. Donc, avec une capsule, bien sûr, on appelle ça une diarthrose. Le type de l'articulation, c'est l'arthrodie, mais c'est du blabla. Donc, il faut connaître ces éléments parce que ces éléments qui interviennent dans la stabilité de cette articulation, c'est une articulation qui est importante, mais malheureusement, elle est généralement négligée. Donc, numéro 1 ici, c'est le ligament
claviculaire. Ce ligament acromioclaviculaire, c'est un ligament circonférentiel. Donc, il englobe toute la surface articulaire. Donc, il stabilise cette articulation dans le plan postéro-antérieur, c'est-à-dire la clavicule. Il ne laisse pas la clavicule ni avancer en avant ni reculer en arrière. D'accord? Donc, le deuxième élément, c'est le 2 et le 3. Ça s'appelle le ligament coraco-claviculaire entre le processus coracoïde et la clavicule. Il est formé par deux faisceaux. Donc, le faisceau trapézoïde qui est latéral et le faisceau conoïde qui est interne. Donc, on a dit que l'acromioclaviculaire dans le plan antéro-postérieur. Donc, ces deux ligaments, ou les ligaments, on l'appelle ensemble le ligament coraco-claviculaire, il stabilise cette articulation dans un plan frontal. Donc, il ne laisse pas la clavicule monter en haut. C'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, chez ce patient, on revient à notre cas. Donc, chez ce patient, il existe un diastasis. Donc, quel est l'élément qui est sûrement lésé? Le 2 et le 3. Juste un diastasis sur la radio. On voit le diastasis. Donc, le diastasis, il est entre l'acromion et la clavicule. Donc, quel est l'élément qui est lésé entre l'acromion et la clavicule? L'acromioclaviculaire. L'acromioclaviculaire. Je vous donne une autre information déjà notée dans le cas clinique. Il existe la notion de touche de piano, c'est-à-dire la clavicule, elle est montée en haut. Donc, lorsqu'on appuie, elle s'abaisse, puis elle remonte. Donc, quel est le deuxième élément qui est lésé? Vas-y, قلتم بك. J'ai oublié le nom. Non, c'est pas grave. Quel élément? Le numéro? Le 2 ou le 3. Le 2 et le 3. Parfait. Donc, il existe donc, le premier ligament qui est lésé généralement, c'est le ligament coraco-claviculaire. Si le mécanisme est encore là, donc sa violence, elle est importante, donc on peut léser, on a une lésion qui s'associe à la première lésion de ligament coraco-claviculaire, c'est la lésion du ligament coraco-claviculaire. Donc, l'acromioclaviculaire et le coraco-claviculaire. Donc, sur ces données anatomiques, on peut faire une classification, donc une stratification des lésions de la clavicule. Et suite à selon cette classification, on peut traiter notre patient. Donc, le stade 1, c'est une entorse bénigne. C'est un étirement de ligament acromioclaviculaire. Donc, il n'y a pas de diastasis. Sur le plan clinique, on ne trouve que une douleur. C'est clair? Donc, c'est un étirement. Juste la douleur, c'est le seul signe clinique. Une douleur au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Lorsqu'on la palpe, on ne trouve pas ni laxité, ni déplacement. On trouve les reliefs qui sont normaux, mais on trouve une douleur à la palpation de cette articulation. Donc, c'est une entorse, c'est comme une entorse bénigne. Donc, c'est une lésion ligamentaire sans déchirure, sans rupture. D'accord? Le stade 2, ça commence à s'aggraver. Donc, c'est une déchirure du ligament acromioclaviculaire. Donc, on a dit le ligament acromioclaviculaire. Donc, il est responsable de la stabilité dans le plan antéro-postérieur. Donc, à l'examen, qu'est-ce qu'on va trouver autre que la douleur? Donc, on va trouver une laxité antéro-postérieure. Donc, lorsqu'on mobilise la clavicule, on trouve qu'elle peut avancer et s'éloigner de l'acromion. Donc, pour le stade 3, c'est la déchirure des ligaments acromioclaviculaires et des ligaments coraco-claviculaires. Donc, on aura deux laxités, une laxité antéro-postérieure et une laxité dans le plan frontal avec le touche de piano qui commence à apparaître dès le stade 3. Donc, le mot-clé
Dans ce cas clinique, la touche de piano, donc c'est un élément qui va différencier entre un traitement chirurgical et un traitement médical. C'est simple. Donc, pour résumer tout ça, les stades 4, ce sont des lésions avec des lésions musculaires. Donc, on sait qu'il y a des moyens de stabilité de cette articulation qu'on appelle les éléments extrinsèques. Ce sont les muscles, surtout le trapèze et le deltoïde. Donc, les stades 4, 5 et 6, ce sont des lésions des muscles, donc de cette coiffe musculaire. Donc, pour le stade 1, le stade 2, ce sont des lésions ligamentaires, mais on n'a pas de touche de piano. À partir de stade 3, on a une déchirure de ligament coracoclaviculaire avec ses faisceaux conoïdes et trapézoïdes. Donc, on a la touche du piano et le traitement, il devient chirurgical. Donc, stade 1, stade 2, le traitement, il est médical. On peut mettre une... je m'excuse. Donc, le stade 1 et 2, c'est un traitement médical basé sur les antalgiques, l'anti-inflammatoire, avec une écharpe antalgique. Certains, ils prescrivent un strapping, donc pour relâcher les ligaments de cette articulation. Pour le stade 3, c'est vrai qu'il est controversé. Pourquoi? Donc, généralement, c'est un traitement chirurgical, et il y a des études qui ont montré que le traitement chirurgical et le traitement médical n'ont pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le résultat de deux techniques, donc, ou de deux traitements. Ce que je voulais dire, donc, pour un stade 1, stade 2, donc vous êtes médecin de famille, donc vous pouvez les traiter sans l'adresser à aucun spécialiste. À partir de stade 3, il vaut mieux donc l'adresser à un spécialiste pour programmer un éventuel traitement chirurgical. Donc c'est clair. Il n'y a pas de touche de piano. Vous prescrivez les antalgiques, les anti-inflammatoires, une écharpe antalgique pour relâcher l'épaule et les ligaments. Donc, s'il y a la touche de piano, donc il faut se méfier. Ça peut être associé à des lésions musculaires. Donc, on va approfondir notre exploration et même le traitement chirurgical, il est indiqué. Y a-t-il des questions? C'est clair. C'est clair. Donc, stade 1, stade 2, c'est un traitement médical. Donc, on passe au deuxième cas clinique. Donc, le deuxième... Mais j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Pour la laxité antéro-postérieure, Oui. on est censé toucher la clavicule et la mobiliser. N'est-il pas douloureux? C'est un peu douloureux, mais puisque les ligaments et les lésés, ça va pas exagérer cette douleur. Donc, les ligaments, il est déjà lésé. D'accord? Donc, en plus, on fait la mobilisation, c'est doucement. Donc, il ne faut pas être très agressif avec nos patients. Pardon, je m'excuse une minute. Okay. J'espère que flash corona. Donc, non, ça va. Bien. Donc, on revient. Donc, pour le deuxième cas clinique. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, merci. Donc, le deuxième cas clinique, c'est un homme de 53 ans. C'est un technicien de maintenance. Il est victime d'un accident d'électrisation. Donc, on dit électrisation si le patient il est encore vivant. On dit électrocution pour un patient qui est décédé. Donc, c'est un électrisé qui vous consulte pour un déficit de la rotation externe de l'épaule gauche. Donc, à quoi vous pensez? Luxation antérieure de l'épaule. La luxation de l'épaule, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'épaule? Donc, la luxation et les fractures. Donc, ça peut être une fracture. Voilà, ça peut être une fracture. On n'a pas
de raison contre la fracture, mais c'est probablement une luxation. Donc, voici l'examen clinique. Donc, le patient, il a une épaule qui est en abduction avec une rotation interne du bras. La rotation externe et l'abduction. Donc, l'abduction, c'est d'éloigner le bras par rapport à l'axe du corps. Elles sont limitées, toutes les deux. Il n'y a pas de troubles neurovasculaires, notamment pas de lésion du nerf circonflexe ou le nerf axillaire. Donc, on demande une radiographie de l'épaule de face, interpréter cette radio. Je vous entends. Ouais, allez-y, essayez, c'est pas grave. La tête de l'humérus, elle est déviée en postérieur par rapport à l'espace articulaire. Parfait, c'est-à-dire que l'aspect de cette tête, elle n'est pas normal. Donc, cette forme, Position. oui, cette position, donc, n'est pas normale. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En principe, c'est une articulation. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'état normal? Normalement, on voit l'interligne. C'est ça? Oui. Oui. Donc, est-ce qu'on peut voir ici un interligne articulaire? Superposition. Oui. Une Il y a une superposition, voire un chevauchement entre la surface articulaire, si on prolonge la surface articulaire de l'humérus avec la surface articulaire, la glène scapulaire. Donc, autre chose, il n'y a pas de congruence. Vous voyez ici, la majorité de la surface articulaire de l'humérus, donc de la tête humérale, elle est loin de la glène. Donc, c'est une luxation de l'épaule. On ne sait pas si c'est une luxation antérieure ou postérieure. Ok, le contexte, il est en faveur d'une luxation postérieure, vu l'électrisation. Donc, mais on doit compléter systématiquement par une incidence, c'est l'incidence axillaire. Donc, l'incidence axillaire, on voit ici la surface articulaire de la tête humérale qui est en dehors de la glène scapulaire. Donc, elle est en arrière. Donc, c'est une luxation. Donc, ici, c'est l'avant. Ici, c'est l'arrière. Donc, c'est une luxation postérieure de l'humérus ou de l'épaule. Donc, sur la radiographie de face, vous voyez la radiographie A. Donc, elle est normale. Vous voyez la forme de la tête humérale sur cette radio. Donc, avec le tubercule majeur, le tubercule mineur, la gouttière intertuberculaire et la surface articulaire de la tête humérale, ça donne cette forme, donc qui est asymétrique. Ici, c'est une luxation postérieure, donc on appelle l'ampoule, aspect en ampoule. Donc, c'est comme une ampoule qui me capte d'eau. D'accord? Donc, c'est un signe quasi pathognomonique de luxation postérieure. Donc, la première radio que j'ai montrée pour cette luxation, c'est clair. Parfois, vous ne voyez rien sur la face sauf cet aspect en ampoule. D'accord? Il n'y a pas de congruence. Vous voyez une pseudo-interligne, mais donc il faut toujours penser à la luxation postérieure de l'épaule devant cet aspect en ampoule. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les lésions osseuses associées, à savoir les fractures de la tête humérale, les fractures de col chirurgical, les fractures articulaires surtout, les fractures de tubercule majeur. Donc, il faut chercher, le plus important, c'est de chercher les lésions nerveuses, bien évidemment pour le nerf axillaire. Donc, comment examiner le nerf axillaire?
Est-ce que c'est un nerf sensitif, moteur, un nerf mixte? Allô? Sensitif. Oui, c'est un nerf mixte. C'est un nerf mixte. Donc, il innerve sur le plan sensitif le moignon de l'épaule. Donc, le moignon de l'épaule. Sur le plan moteur, il innerve deux muscles, mais on s'intéresse surtout au deltoïde. Donc, on s'intéresse au deltoïde parce que c'est le muscle qu'on peut tester. Donc, on teste la contraction du deltoïde, si elle est là, donc le nerf il est intact. Aussi la sensibilité. Le deuxième muscle, c'est le petit rond, mais qui est profond, on ne peut pas le tester. D'accord? Donc, il faut chercher une lésion vasculaire par compression ou même par une incarcération de l'artère axillaire ou humérale. Donc, pour la prise en charge d'une luxation postérieure de l'épaule, je vous présente ce diagramme qui peut résumer la prise en charge. Donc, on parle surtout ici, dans notre cas, des luxations aiguës qui sont inférieures à 6 semaines. Donc, ça peut passer inaperçu au début, mais devant la gêne et le déficit surtout de la rotation externe, donc à l'examen surtout on trouve un déficit de la rotation externe. Donc, le membre il est en rotation interne. Donc, il est en adduction, il y a un déficit de l'abduction. On peut parfois trouver une vacuité de la face antérieure de l'épaule avec un bombement de la tête en arrière, mais c'est rare, on ne le trouve pas toujours. Donc, c'est surtout ça. Donc, devant tout un déficit de l'extension externe, de la rotation externe du bras et de l'abduction, vous devez penser à la luxation postérieure de l'épaule. Si les radios ne sont pas concluantes et vous n'êtes pas sûr que votre malade n'a pas de luxation, vous demandez un scanner. Donc, il ne faut pas réfléchir. Donc, dès que vous suspectez ce diagnostic, donc, il faut demander tout pour avoir une certitude diagnostique s'il existe une luxation postérieure, s'il n'existe pas. Donc, si elle existe et elle est inférieure à 6 semaines, donc, on cherche est-ce qu'elle est associée à une lésion osseuse ou pas. Donc, si elle est associée à une lésion osseuse supérieure à 40%, donc le défect huméral, c'est-à-dire la lésion au niveau, la fracture au niveau de la surface articulaire de l'humérus est supérieure à 40%. Si la fracture elle est déplacée, si la viabilité de la tête elle est compromise ou la présence d'une arthrose, donc la réduction de cette luxation et le traitement il est chirurgical. Donc la réduction se fait à ciel ouvert. Dans l'autre cas où il n'existe pas de lésion osseuse ou cette lésion elle est inférieure à 40% de la surface articulaire, donc on peut tenter une réduction à ciel fermé. Donc si ça aboutit à un échec, donc on passe au traitement chirurgical, mais généralement on arrive à réduire ces lésions. Il faut savoir que cette réduction se fait sous narcose, donc il ne faut pas torturer les patients. Donc, comment faire cette réduction? Donc, c'est simple, le membre déjà, il est en adduction. Donc, on ne peut pas faire la rotation externe. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le patient, il est allongé, il est bien sédaté, donc on fait une traction dans l'axe. En adduction, le membre, il est en adduction, et on fait une traction dans l'axe du membre. Puis, on exerce une pression médio-latérale, toujours en tractant le membre, donc médio-latéral de l'épaule. Donc, puis, on exerce la rotation externe, donc, comme si on peut reproduire le mécanisme de la luxation, donc, et réduire la tête humérale. واضح كيفاش معناها؟ الو Donc c'est simple, c'est la traction en adduction. Donc le membre il est déjà en adduction. On fait la traction dans l'axe de membre.
Donc, une pression médio-latérale de l'épaule, une rotation externe du bras. Donc, y a-t-il de questions concernant le deuxième cas clinique? Donc, j'ai pas parlé de la luxation antérieure, donc c'est un diagnostic qui est plus simple, avec la vacuité de la glaine humérale, la tête qui est éminente au niveau de le sillon delto-pectoral, avec une rotation interne qui est déficitaire. Donc, le diagnostic il est plus aisé. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi de vous présenter un cas dont le diagnostic il est un peu difficile, le diagnostic d'une luxation postérieure de l'épaule. Donc, on passe au troisième cas clinique. Allô? Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Donc, le troisième cas clinique, c'est une fillette âgée de 5 ans qui vous consulte pour un traumatisme du coude droit, coude en extension. Donc, chute avec le coude en extension, c'est un mécanisme indirect alors. Donc, et vous demandez une radio du coude, donc de face de profil, et vous voyez ce résultat. Qu'est-ce que vous voyez sur la radio? C'est simple. L'extrémité distale de l'humérus. Parfait, c'est une fracture de l'extrémité distale de l'humérus. Donc, chez une fille de 5 ans, chez un enfant, donc quelle est la fracture la plus fréquente de l'extrémité distale de l'humérus? Qu'est-ce qu'on appelle cette fracture? Donc, l'humérus, ici on a les deux condyles, donc le condyle latéral et le condyle médial. C'est le trait de la fracture qui passe. Parfait. Donc, c'est une fracture supracondylienne de l'humérus. Le déplacement, est-ce qu'on peut décrire ce déplacement? Donc, il est postérieur, il est antérieur, c'est un décalage, c'est une rotation. C'est un chevauchement, c'est quoi? Donc, ici, le déplacement, il est important. Donc, dans ces fractures, il faut préciser si le déplacement il est postérieur, on appelle ça, c'est une fracture supracondylienne en extension, donc comme dans ce cas. Donc, vous voyez, c'est l'humérus. Et en arrière de l'humérus, on trouve le fragment distal. Donc, c'est un déplacement postérieur. D'accord? Donc, c'est une fracture en extension. Si ce fragment était ici, on l'appelait une fracture supracondylienne en flexion. D'accord? On va voir la différence de la prise en charge selon le déplacement et selon la stadification si c'est une fracture supracondylienne en extension. Donc, voilà les stades donc, de la fracture supracondylienne en extension, donc avec déplacement postérieur. Donc, le stade 1, donc il existe une fracture qui est unicorticale, sans déplacement bien sûr. Le périoste et la corticale postérieure sont intacts, donc vous voyez, c'est la corticale postérieure qui est contenue, c'est la ligne condensée. Donc ici, on a la fracture, c'est pas trop clair ici. Donc il n'y a pas de déplacement. Le stade 2, donc c'est une fracture de la corticale antérieure, de la corticale postérieure, non déplacée ou basculée en arrière. Donc c'est la bascule. Donc lorsqu'on passe, c'est une bascule. Donc il n'y a pas de déplacement. Déplacement, mais sur le profil, on voit cette bascule en arrière. Donc, le stade 3, c'est lorsque il existe soit une rotation, donc soit une rotation, soit un décalage, comme c'est. Vous voyez?
Donc, il existe un décalage, voire même un chevauchement, mais il existe un contact entre les deux bouts fracturaires, entre l'humérus et la partie distale de la fracture. Le stade 4, c'est une perte totale de contact entre l'humérus et le fragment distal, entre les deux fragments de la fracture. C'est clair? Donc, stade 1, pratiquement, il n'y a que la corticale antérieure qui est lésée. Stade 2, c'est une lésion de la corticale antérieure et de la corticale postérieure sans déplacement, sauf juste une bascule. Donc, c'est-à-dire que le périoste postérieur, il est intact. C'est ça l'importance. Donc, le stade 3, ce périoste, il est lésé. Donc, on a un décalage ou une rotation, donc un déplacement en rotation. Pour le stade 4, il existe une perte totale de contact entre les deux fragments fracturaires. C'est clair? Oui. D'accord. On passe. Donc, cette fracture, elle a des complications. Donc, que ce soit vasculaire ou nerveuse, donc vasculaire avec incarcération ou même une lésion directe de l'artère humérale ou de l'une de ses branches terminales. Donc, vous savez bien que l'artère humérale peut se diviser en artère radiale et ulnaire au niveau du bras. C'est pas toujours au niveau du coude ou au niveau de l'avant-bras. Donc, ça peut être une bifurcation proximale. Donc, ça peut être lésé. Donc, les axes vasculaires du membre peut être lésé. Sur le plan nerveux, donc la lésion la plus fréquente, c'est la lésion de la branche motrice de nerf médian de l'avant-bras, c'est-à-dire la paralysie de nerf interosseux antérieur. En fait, le nerf interosseux antérieur, il innerve deux muscles qui sont le long fléchisseur du pouce, responsable de la flexion de l'épée du pouce, et le faisceau du muscle fléchisseur profond des doigts qui est responsable de la flexion de l'index, donc le faisceau de l'index, donc de l'épidée de l'index. Ces deux muscles sont responsables de signe de ring sign ou le signe de 0. Donc, si cette branche elle est lésée, donc le patient ne peut pas faire un 0 arrondi avec sa main, donc il est obligé de faire une pince avec les deux interphalangiennes qui sont en extension. Donc, c'est un signe de la lésion du nerf interosseux antérieur qui est fréquent au niveau de lésion de la fracture supracondylienne. Ça n'élimine pas la lésion d'autres nerfs, donc à savoir le nerf radial peut être lésé dans les déplacements internes de fragments distal, donc dans le décalage, et le nerf ulnaire qui est généralement lésé au niveau du coude lors de fractures supracondyliennes en flexion. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est une fracture en flexion puisque le fragment distal de la fracture il est déplacé en avant. D'accord? Donc, il faut se méfier surtout de nerfs interosseux antérieurs. Donc, selon le stade, pour le stade 1 et le stade 2, donc le traitement peut être orthopédique. Bien sûr, on peut traiter chirurgicalement, mais généralement on traite orthopédiquement par un plâtre brachio-antébrachial. Donc une surveillance du plâtre pendant les 24 heures, les premières 24 heures. Il faut se méfier de syndrome de Loge lors de la confection du plâtre. Donc il ne doit pas être ni trop serré, ni trop large. Donc, il faut qu'il immobilise la fracture, mais sans comprimer les vaisseaux et les nerfs. Donc, il faut faire une chambre antérieure. Donc, je ne sais pas si ils ont programmé un atelier pour la confection de plâtre, mais c'est très important. Donc, pour le stade 3 et 4, donc dès qu'il existe un déplacement en décalage ou en rotation ou une perte totale de la congruence du foyer fracturaire, donc on passe au traitement chirurgical avec un embrochage, réduction et embrochage.
Pour toutes les fractures supracondyliennes en flexion, c'est-à-dire avec un déplacement antérieur, le traitement il est chirurgical. Ce sont des fractures instables, difficiles à réduire. Généralement, ça nécessite même une ouverture, donc c'est-à-dire à ciel ouvert. Donc, il faut se méfier des fractures en flexion. Pour les fractures en extension, le stade 1 et 2, vous pouvez tenter le traitement orthopédique. Pour le stade 3 et 4, le traitement il est d'emblée chirurgical. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Vous avez des questions? D'accord. Donc, on passe au quatrième cas clinique. Donc, c'est un jeune de 24 ans. Il vous consulte pour un traumatisme du coude droit en flexion. Donc, c'est un traumatisme direct du coude droit en flexion. Il vous consulte surtout pour le traumatisme, la douleur, mais pour un déficit d'extension du coude. Donc, voici la radio, une radiographie de face du coude qui est de mauvaise qualité parce qu'elle est faite en pronation. Une radiographie de profil du coude. Donc, est-ce que vous pouvez interpréter ces radios? Il faut commencer toujours par, si vous ne voyez rien, donc il faut commencer toujours par identifier les éléments anatomiques donc, qui forment cette articulation et vous trouverez certainement la lésion. Il s'agit Oui, d'une fracture non déplacée de la tête radiale. ok. Donc, ici, c'est quoi cet os? C'est l'humérus. Parfait. Donc, ici, cet os, c'est quoi? Donc, qui a la forme d'une poulie creuse. Donc, on a deux os de l'avant-bras. Un os qui a... C'est l'ulna. Oui, c'est l'ulna. C'est pas le radius, c'est l'ulna. C'est pas la tête ulnaire. La tête ulnaire, elle est en bas. Mais ici, donc, c'est l'olécrane. L'olécrane qui s'articule avec la trochlée. Donc, c'est l'olécrane. D'accord? Ici, c'est le processus coronoïde. Ici, c'est la tête radiale avec sa circonférence, le col du radius et la tuberosité bicépétale de radius. Donc, on a une fracture de l'olécrane. Qu'est-ce que vous... Donc, c'est une fracture simple, transversale. Elle n'est pas trop déplacée. Est-ce qu'on tente le traitement orthopédique ou pas? Et justifié, bien sûr. Allô? Oui, bien sûr. Donc, c'est une fracture de l'olécrane qui est non déplacée, un peu déplacée, qui est simple, donc très simple. Est-ce qu'on peut tenter le traitement orthopédique? Qu'est-ce que vous pensez? هو fracture instable, non? Parfait. Donc, il y a deux raisons pour traiter ces fractures d'emblée chirurgicalement. Qu'est-ce qui s'insère sur l'olécrane? Donc, c'est le triceps brachial. Donc, le tendon réceptal, il s'insère sur la face postérieure de l'olécrane. Donc, il va tirer vers le haut. D'accord? Le biceps, à travers son insertion bicépitale, il va tendre à fléchir. Donc, il va toujours créer une création d'un diastasis entre les deux fragments fracturaires. D'accord? Donc, parce que
le système extenseur, il est rompu. Donc, c'est une fracture qui est instable. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est une fracture articulaire. Donc, qui touche l'articulation humero-ulnaire. D'accord? Donc, il faut bien réduire et stabiliser cette fracture chirurgicalement. Donc, il ne faut pas qu'il existe un décalage ou un marge d'escalier au niveau de l'articulation. Donc, pour ces deux raisons, c'est une rupture de système extenseur ou c'est une fracture instable. Et la composante articulaire, pour ces deux raisons, c'est une fracture qui est toujours chirurgicale. Donc, la fracture transversale de l'olecrane, même si elle est non déplacée, sans traitement, elle est chirurgicale. Donc, on fait généralement soit un obanage qui va transformer les forces de traction en force de compression, donc les forces de distraction en force de compression. Donc, ici, c'est l'obanage. Soit, si elle est commutative, on peut utiliser une plaque anatomique de l'olecrane avec une plaque vissée. Donc, l'important, c'est que lorsque vous voyez une fracture de l'olecrane, il ne faut pas hésiter à prescrire le traitement chirurgical. D'accord? Il n'y a pas de traitement orthopédique pour une fracture transversale qui touche l'articulation et qui rend le système extenseur du cou. C'est clair? Donc, ce sont des messages que vous retenez. C'est tout. Ce n'est pas un cours qui vous parle des signes cliniques. C'est simple. Donc, une fracture, vous trouverez de la douleur, vous trouverez de l'œdème et tout. Donc, ce sont des notions que vous devez connaître pour bien prendre en charge vos malades. D'accord? Y a-t-il des questions? D'accord. Il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, on passe au 5e cas clinique. Donc, c'est un enfant, un adolescent de 14 ans qui vous consulte pour un traumatisme de l'avant-bras droit. Donc, chute avec empronation de l'avant-bras. Donc, vous demandez une radiographie de deux os de l'avant-bras et la technicienne vous a fait cette radio. Donc, interprétez la radio, si c'est possible. Est-ce qu'on peut interpréter une telle radio? C'est ça la question. Allô? On a besoin de l'articulation sous-jacente, non? Parfait. Sous-jacente et sous-jacente. Surtout pour l'avant-bras. Pour l'avant-bras et la jambe, il faut toujours. C'est pour toutes les fractures, mais surtout pour ces deux segments. Donc, il faut demander toujours l'articulation sus et sous-jacente. Donc, on voit ici une fracture au niveau de. C'est quoi ça? Diaphysaire de l'ulna. De l'ulna. Donc, on voit une fracture diaphysaire de l'ulna. C'est évident. Mais il y a un principe dans les fractures, c'est le choc du traumatisme. Donc, ce choc, il passe par l'ulna. Donc, il existe une fracture au niveau de l'ulna, mais il faut avoir un point de sortie. Donc, qu'on ne voit pas sur la radio. Vous m'avez compris? Donc, il passe avec la membrane interosseuse, il remonte en haut et hop, on voit une luxation de la tête radiale, donc qui est normalement en regard de capitulum de l'humérus, donc, mais elle est luxée. Donc, ça définit la fracture de Montégia. D'accord? Donc, toujours les fractures isolées de l'avant-bras, il faut se méfier. Il existe des fractures isolées, donc par impact direct, donc de l'ulna, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut se méfier de ces fractures donc, qui présentent une urgence extrême. Ce sont les fractures de Montégia et on va voir la fracture de Galeazzi. Donc la fracture de Montégia, en fait, c'est une lésion à la jonction de tiers proximal, tiers distal de l'ulna avec une luxation de la tête radiale. D'accord?
Donc, pour la Montégia, c'est une fracture de tiers distal, de tiers proximal de radius avec luxation radio-ulnaire inférieure. D'accord? Donc, sur le profil, c'est clair. Donc, vous voyez la fracture de l'ulna. Donc, c'est notre cas, fracture de l'ulna. Et vous voyez donc une lésion, une luxation de la tête radiale. Cette fracture, elle est fréquente chez le grand enfant et les adolescents. Donc, la fracture de Montégia et la fracture de Galeazzi. Donc, une comparaison entre les deux, vous voyez ici, donc une fracture de Galeazzi, vous voyez la disjonction, donc la tête ulnaire qui est luxée, et la fracture au niveau de tiers distal, tiers moyen du radius, donc c'est la fracture de Galeazzi, ici la fracture de Montégia. Donc, la Montégia, c'est généralement le mécanisme, c'est un mécanisme indirect avec l'avant-bras qui est en pronation. Donc, et pour la Galeazzi, c'est chute avec un avant-bras qui est fixé. Donc, le coude qui est fixé. Donc, pour ces deux fractures, on les traite généralement chirurgicalement, donc avec une ostéosynthèse interne ici. Donc, on réduit la tête radiale et on fait une plaque au niveau de l'ulna et tout se remet à l'ordre. Donc, ici, on fait des embrochages, soit des embrochages, soit même une plaque de radius, donc ou un embrochage. Donc, pour réduire la tête ulnaire parfois, pardon, donc on fait une stabilisation de l'articulation radio-ulnaire inférieure par brochage ou par vissage. C'est clair? Donc il faut se méfier des fractures isolées de l'un des os de l'avant-bras. Donc ça peut être associé soit à une luxation de la tête radiale, soit à une luxation radio-ulnaire inférieure. Ok? Y a-t-il des questions? On passe au 6e cas clinique. Allô? Oui. Oui, d'accord. Donc, c'est une dame de 65 ans, donc sans antécédents pathologiques. Elle vous consulte pour un traumatisme fermé du poignet qui était en flexion. Donc, le poignet en flexion. Vous voyez cette radio. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Il faut essayer d'interpréter. On va l'interpréter ensemble après. Donc, il existe une fracture ou là? Oui. Oui, donc c'est une fracture de l'extrémité distale du radius. Cette fracture, est-ce qu'elle est articulaire? Est-ce qu'elle est extra-articulaire? La deuxième question. Donc, il faut toujours se demander ces questions. Donc, c'est une fracture de l'extrémité distale. Est-ce que c'est une fracture articulaire ou extra-articulaire? Extra-articulaire, non? Ok. Sur la face, sur la profil? Sur la face. Sur la face, ça paraît extra-articulaire. Et sur le profil, qu'est-ce que vous pensez? Donc, voici la ligne articulaire. Donc, l'interligne articulaire. Donc, là, et voici la fracture. La fracture. Donc, c'est articulaire ou c'est extra-articulaire? Articulaire. C'est articulaire. D'accord. Donc, le fragment détaché, est-ce qu'il est déplacé? Elle est simple ou complexe? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe plus qu'un fragment ou plus que deux fragments? Complexe. Pourquoi? Donc, ici, on voit un gros fragment
Et le fragment proximal, bien sûr, le radius normal. Donc, c'est une fracture plutôt simple que complexe. D'accord? Donc, le trait, il est simple. On voit que ce trait. Traf trait آخر. Au niveau de radius, on ne parle pas de lumière, cette lésion. Donc, de radius. Ok, c'est une fracture simple. Donc, le déplacement du fragment. La définition d'une fracture simple, c'est qu'il n'existe qu'un seul trait. Donc, une fracture complexe, qu'il existe plusieurs traits. D'accord? Donc, on n'a qu'un seul trait. Donc, c'est une fracture simple. Donc, le déplacement, est-ce qu'il est antérieur, postérieur ou non déplacé? C'est simple. Allô? Postérieur. Postérieur. Le fragment distal, il est en postérieur. Donc, كيفاش نعرفوا postérieur ou antérieur sur un cliché de profil? قلنا الفرagment postérieur, le déplacement postérieur du fragment distal. Oui, كيفاش نعرفوا اللي احنا antérieur ولا postérieur sur un cliché de profil؟ كنقول لك اني لهنا est-ce que c'est l'antérieur ولا le postérieur؟ Selon le pouce, non? Selon le pouce. Donc, c'est antérieur. هذا l'antérieur معناها Ouais. الديبلاسمون نتاع الفراكتور هذه وين؟ antérieur. C'est antérieur. Elle est antérieure. واضح متفاهمين ماني لحد الآن. Donc, une fracture articulaire avec un trait simple et un déplacement antérieur, on l'appelle une fracture marginale antérieure. D'accord? Départant. Une fracture marginale antérieure. Donc, c'est aussi simple مش سايبر الحكايه دي نتاع البوانيه تنفضوها تو الكل. Donc, c'est une fracture antérieure. Le KNG est le cas, mais avec un déplacement postérieur, c'est une fracture marginale postérieure. D'accord? Donc, sur la face, si cet fragment qui malheureusement, mais en externe, donc c'est la cunienne, c'est la styloïde, fracture styloïdienne ou fracture cunienne. D'accord? Cunienne externe. D'accord? Donc ici, on a une fracture marginale antérieure. Donc, ces fractures marginales antérieures sont des fractures qui sont articulaires. Ces fractures ils ont un grand potentiel de déplacement. Donc, elles sont toujours traitées chirurgicalement. D'accord? Les fractures articulaires du poignet, surtout chez les jeunes, donc il faut les traiter chirurgicalement. D'accord? Donc, il faut rétablir une bonne alignement de la surface articulaire. Donc, il faut bien réduire la fracture et surtout la stabiliser parce qu'ils ont un grand potentiel de déplacement secondaire. Donc, on peut les réduire, on les met dans le plâtre, mais après une semaine, on les reprend pour un traitement chirurgical parce qu'il existe un déplacement secondaire. Donc, pour les fractures marginales, les fractures cuniennes, donc les fractures, même les fractures hantées, complexes, plus complexes, mais articulaires, il faut les traiter chirurgicalement. Pour les fractures extra-articulaires, donc c'est assez nouveau, on parle de fractures de protocole ou de Gérard Marchand avec un déplacement postérieur, on peut les traiter orthopédiquement. Donc, on fait une bonne réduction et on les traite orthopédiquement. Certains les traitent chirurgicalement d'emblée, mais on peut les traiter orthopédiquement, alors que les fractures de Golden-Smith, avec un déplacement antérieur, on les traite toujours chirurgicalement d'emblée. D'accord? On va voir cette classification. Donc, c'est la classification de Castello. Donc, on a ici avec une fracture extra-articulaire avec un déplacement postérieur. Donc, elle est extra-articulaire avec un déplacement postérieur du radius. Donc, c'est une fracture de protocole. Donc, ces fractures, on peut le traiter orthopédiquement. Donc, ici, c'est une fracture à troisième fragment. Donc, les fractures antéfrontales, les fractures à troisième fragment sont les fractures antées, soit un T frontal, donc T frontal, donc un fragment postérieur, un fragment antérieur
et un trait transversal, ce sont des fractures articulaires qu'on traite chirurgicalement. Donc, ce sont des détails. Donc, il faut savoir que la fracture de protocole, c'est pratiquement la fracture de Gérard Marchand. La différence entre protocole et Gérard Marchand, c'est la lésion de l'asténoïde ulnaire. Donc, Gérard Marchand avec lésion de l'asténoïde ulnaire. Ces deux fractures, ce sont les seules qu'on peut traiter orthopédiquement. Le reste de fractures du poignet, donc, on doit les traiter généralement par un traitement chirurgical. C'est clair? Donc, une fracture extra-articulaire avec un déplacement postérieur, c'est-à-dire protocole au Gérard Marchand, traitement orthopédique. Le reste, c'est un traitement chirurgical. D'accord? C'est simple. D'accord. واضحين هذو. دونك قاعد نعطي فيكم في حاجات باش نجموا تشدوهم وسامبل وكل شيء من غير ما نقعدوا نحفظوا في 13 تيب ونحفظوا هذا ديبلاسمون بوستيريور واكسترا ارتيكولير تنجم تعمل ريدكسيون تعطي تريتمون orthopédique. ماهيش هكاك راهو ديما خمم في التريتمون شيرورجيكال. داكوردو ثم دي كا بارتيكولير نلقاو فيه مثلا المريضه كبيره وما تنجمش ترقد مشكله بنج وكل شيء نجموا نعملوا لها تريتمون orthopédique مي سي با انديكي فهمت سي با نيسيسيتي. Donc, il faut toujours savoir que les fractures extra-articulaires en déplacement postérieur sont les seules fractures du poignet de l'extrémité distale du radius qui sont traitées orthopédiquement. On peut les traiter orthopédiquement. D'accord? Y a-t-il des questions? ما تغلقوش قريبا نكمل. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on doit chercher la fracture de scaphoïde dans ces cas? Oui, bien sûr. Il faut penser toujours à la lésion de la ligament scapho-lunaire et de la fracture du scaphoïde. Donc, il faut toujours se méfier de ces lésions qu'on va voir tout de suite. D'accord? Ok, on passe au 7e cas clinique. Donc, c'est un footballeur amateur qui vous consulte pour une chute sur le talon de la main. Donc, le talon de la main. Donc, elle se présente avec des douleurs et un léger œdème au niveau du poignet. Donc, vous demandez une radiographie et on trouve dans ce cas une fracture. C'est quoi cet os? Allô? Le scaphoïde, non? C'est le scaphoïde, d'accord. Donc, c'est une fracture corporeale du scaphoïde. Donc, la fracture du scaphoïde, elle est un peu particulière. Donc, elle peut être évidente comme dans ce cas, alors qu'elle peut être qu'on ne peut pas la déceler sur une radiographie en urgence. Donc, généralement, on la suspecte sur un contexte clinique particulier. Donc, c'est généralement une chute sur le talon de la main, c'est-à-dire poignet en extension. Donc, chute sur le talon de la main. À l'examen, on trouve une douleur au niveau du tubercule scaphoïde. Le tubercule scaphoïde, c'est cette saillie qui existe au niveau de la face antérieure du poignet, donc de côté radial, donc du côté du pouce. C'est le tubercule scaphoïde. Donc, on trouve une douleur au niveau de la tabatière anatomique. Donc, l'attraction et la compression, je m'excuse, donc ça ne marche pas. Donc, compression du pouce. Donc, l'attraction et la compression du pouce sont douloureuses. Donc, pour le pinch test, on demande au patient de maintenir ses doigts fermés. Donc, il ne peut pas, vu la douleur qui est au niveau du scaphoïde. Bonsoir. Donc, la radio, elle peut être normale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans ce cas, on a deux moyens. Soit qu'on demande un scanner, soit qu'on demande un contrôle radiologique dans 15 jours. D'accord? Donc, وقتاش نطلبوا scanner dans des cas particuliers vu le contexte اللي احنا فيه معناها في théoriquement on la demande mais c'est pas disponible
le coût il est élevé. Donc, dans notre pays, généralement, on demande un scanner lorsque le patient il est sportif professionnel, par exemple, lorsqu'il est musicien, il a des engagements, donc il ne veut pas perdre le temps. Donc, on ne peut pas le laisser 15 jours dans une manchette plâtrée ou dans une attelle. Donc, sans avoir un diagnostic, on lui demande de revenir après 15 jours pour faire une radiographie. Donc, si le patient il est pressé par le temps, donc on peut demander une tomodensitométrie d'emblée et qui va déceler cette fracture ou elle va l'éliminer. Donc, dans l'autre cas, s'il peut attendre, donc la radiographie elle est normale, on met le membre dans une manchette plâtrée, donc une manchette ou même une attelle, donc une attelle manchette, c'est suffisant. Donc on demande au patient de revenir dans 15 jours à la consultation. Donc pour refaire une radiographie, c'est le temps de la résorption osseuse. Donc s'il existe une fracture, le trait ou le foyer va se résorber et elle va apparaître sur une simple radiographie, sur un simple cliché de face ou une incidence du scaphoïde. Donc, c'est la conduite et à vous de choisir selon vos patients et la disponibilité, bien sûr, du scanner. Donc, le problème du scaphoïde, donc avant de parler du traitement, le problème du scaphoïde, c'est si on passe à côté d'une fracture du scaphoïde, c'est pas seulement le scaphoïde qui va perdre sa congruence et il ne va pas consolider. Le problème, c'est toute la main et tout le poignet. Donc c'est l'arthrose, c'est l'instabilité du carpe. Donc, le patient, c'est la perte de la force de la main. Donc, c'est la douleur chronique. Donc, on voit des patients qui sont énormément gênés juste parce qu'ils n'ont pas consulté ou on a passé à côté d'un diagnostic d'une lésion du scaphoïde qui a évolué vers la pseudarthrose et puis vers l'instabilité du poignet, puis vers l'arthrose. Donc, c'est très gênant. Donc, s'il vous plaît, il faut se méfier pour ces lésions, ces petites lésions, mais qui ont en effet un impact ultérieur, donc très gênant pour le patient. Donc, le traitement orthopédique, on peut traiter orthopédiquement, sauf il existe une indication d'un traitement chirurgical. Donc, quelles sont les indications de traitement chirurgical? C'est lorsqu'il existe un décalage, donc un décalage entre les deux fragments supérieurs à 1 mm. Donc, un décalage supérieur à 1 mm, on indique le traitement chirurgical. Un diastasis entre les deux fragments supérieurs à 2 mm, on indique le traitement chirurgical par vissage ou par empochage. Et pour les fractures polaires proximales, c'est quoi les fractures polaires proximales? En fait, il existe une classification, appelée classification de Scherenberg. Donc, c'est le type 1 de Scherenberg. Donc, ce sont les fractures qui intéressent la partie proximale. Ce sont des petites fractures qui intéressent la partie proximale. يقول قائل علاش هذوما برك هما معناها الشيرجيكال les autres نجموا on les traite orthopédiquement اللي كانوا فما décalage diastasis, mais pour les proximales, les fractures polaires proximales, les on les traite chirurgicalement d'emblée, même s'il n'existe pas ni décalage, ni diastasis. Tout simplement, c'est un problème de vascularisation. Donc le scaphoïde il est vascularisé donc à ce niveau contre le vaisseau qui vascularise le scaphoïde. Donc, c'est une vascularisation terminale. Donc, toute fracture au niveau polaire proximal, donc, elle engage la vitalité du fragment proximal et on peut avoir une nécrose de ce fragment si on ne fait pas une ostéosynthèse, surtout par un vissage. D'accord? Donc, c'est simple, lorsqu'on a une polaire proximale, on ne traite pas orthopédiquement. Le décalage et le diastasis, ça reste des indications un peu relatives. Donc, on peut accepter même un traitement orthopédique, mais surtout la polaire proximale, il ne faut pas passer à côté.
Donc, le type le plus fréquent, c'est le type 4. Donc, c'est la corporeale basse, donc ou transtuberculaire. Donc, cette fracture, elle est la plus fréquente. Donc, généralement, elle répond bien à un traitement orthopédique, s'il est bien fait, bien sûr. Donc, pour le traitement orthopédique, je vais juste, je vous dis quelques mots. Donc, j'ai dit, on indique un traitement par un BAB prenant le pouce. Donc, un plâtre brachio-antébrachial prenant le pouce pendant un mois et demi, puis l'autre 45 jours, on réduit ce plâtre à une manchette plâtrée. Actuellement, donc d'emblée, on peut faire juste une manchette plâtrée. Donc, manchette plâtrée pendant 3 mois, d'emblée pendant 3 mois. Elle ne prend pas le pouce, elle peut ne pas prendre le pouce. Donc, et sans prendre le coude. Donc, c'est une manchette. Et c'est suffisant, ça donne les mêmes résultats. Donc, il ne faut pas compliquer les choses. D'accord, c'est clair? Donc, y a-t-il des questions? C'est clair, docteur Hicham. Ça va? C'est clair? Ça va. Ben. Donc, on passe au 8e cas clinique. Donc, je pense que c'est le dernier. Donc, c'est un maçon avec, avec une chute de 2 mètres. Donc, traumatisme isolé du poignet droit. Ok. Donc, vous voyez cette radio. Est-ce que vous pouvez l'interpréter? Donc, c'est un maçon. Donc, avec une chute de 2 mètres sur le poignet qui est en extension. Ce sont 2 radios de bonne qualité. Mais qu'est-ce qu'on voit sur ces radios? Luxation de معناتها البوignet. Mhm. Oui, c'est une luxation. نجم تقول لنا ما بين شنو أكثر. Donc, c'est un peu difficile. Lunaire. Parfait, c'est une luxation périlunaire. Parfait. Donc, en fait, au niveau du poignet, en principe, on a le radius lunaire, puis on trouve le scaphoïde, le semi-lunaire, le trichome, le pisiforme, puis on trouve le trapèze, le trapézoïde, le capitatum grandos et l'os crochu. D'accord? Donc, normalement, les interlignes doivent être bien dessinées. Donc, ce qu'on appelle les lignes de Gilula. Donc, sur le profil, ici, on voit qu'on ne voit pas ces lignes, on ne voit pas l'interligne articulaire. Donc, les os qui sont superposés, vous voyez ici le scaphoïde qui est superposé avec le radius. Donc, le semi-lunaire qui est superposé avec le capitatum et l'os crochu. Le semi-lunaire, en principe, on voit un aspect quadrilatère. Ici, on voit bien. Donc, vous voyez, il a un aspect en toupie. C'est comme une toupie. D'accord? C'est un signe qui montre la bascule de cet os. Donc, et surtout sur le profil. Sur le profil, c'est simple. Pour ne pas passer à côté d'une luxation périlunaire du carpe, donc, il faut voir 4 os. كاو تشوفوهم الأربعة هذوما تعرفوا فما لوكساسيون ما فماش. نورمالمون دونك نلقاو الراديوس تحته السيميلونير. السيميلونير كيما الهلال كيما اسمه. دونك كوم اون كرواسون. داكوغ. ونورمالمون في الاسباس هذايا تلقاو الكابيتاتوم هذايا الكبير بالكل. لازمك تلقاه تحت هذا وتحت الكابيتاتوم تلقى الام 3 troisième métacarpien. يلزمهم كلهم dans un seul axe sur le profil. دونك شكيت في حاجه في الباس وما عطاوكش بروفيل تطلب البروفيل تو. سي سيستيماتيك. راهو هذه ديفيسيل بالحق ديفيسيل. في المايو كلينيك اللي هو كلينيك ريفيرونس في امريكا نتاع اورثوبيدي 20% de diagnostic, on rate 20% de diagnostic de la luxation périlunaire. D'accord? Donc, alors que c'est simple. Une radio, un cliché de profil,
شوفوا الراديوس تحت السيميلونير، لازم في الحله هذه نتاع السيميلونير نلقاو الكابيتاتور، ولازم تحت الكابيتاتور تكون لام 3 سينو اون اورا اون لوكساسيون كاربو ميتاكاربي. داكور سهلين هكا، وهذا نورمال يجي تحت. نوريكم بعد لي في الريزولتا تنشوفوا. دونك il existe 3 types. الحقيقه لأنه مش لازم انا تعرفوهم برشا. c'est pour la prise en charge chirurgicale en fait. Donc selon les ligaments et les os. Donc c'est la classification Balieu en 3 types. Donc هذوما les lignes de Gilula. Normalement تلقاهم مصورين كيما كيك ريتوما. Donc les lignes de Gilula. Donc cela face articulaire proximale de la première rangée, sa face articulaire distale et la face articulaire de la deuxième rangée. Donc هذوما ثلاثة لازم يكونوا باراليل كيما هكا، ما تصيرش ما يدخلوش في بعض. داكوردو. دونك جيسبر كو سي كلير. هذايا في الفاس شنو نشوفوا في البروفيل كيما قلت لكم لاكس هذاك راديوس سيميلونير كابيتاتور اي M3. Donc pour la réduction par exemple تبدا في ما نعرفش نجم تجيك في بلاصه في en urgence، il faut réduire au moins حتى كان تعرف اللي هي traitement il est chirurgical خاطر هذوما les lésions هذوما le traitement il est toujours chirurgical pour réparer les ligaments. mais au moins كي تبعث تمريضك كيماش تبعثه لازمك تبعثه avec une réduction خاطر ساعات la complication redoutable de ces lésions انه يعملوا une compression على النير ميديون، دونك ينجم يوصل للنيكروز نتاع النير ويقعد المريض en déficit ولا يعمل كان syndrome de Loge ولا اي حاجه. donc il vaut mieux réduire avant de l'adresser pour le traitement chirurgical. Donc la réduction elle est simple. نجم نحطوا اليد نشدوه بحاجه الفوق ونحطوا un poids au niveau du bras, un poids de 4 kg ou 3 kg 500 à 4 kg selon la corpulence du patient, et on la laisse comme ça pendant 5-10 minutes. La luxation elle va se réduire. Une fois elle est réduite, donc on peut mettre un traitement provisoire, bien sûr, une attelle provisoire jusqu'à que le patient arrive à sa destination où il va être opéré. D'accord? Donc voici, donc ici c'est le même cas. Vous voyez ici, donc on a le radius, le semi-lunaire, voici le capitatum et le M3. C'est clair? Donc c'est l'axe كيما البروش شفتوه كلهم تحت بعض. راديوس تحت السيمي-lunaire. هذه تصويره مسكوبيه علاش مش واضحه برشا، نصوروا الراديو تبدا واضحه. donc ici on a le capitatum E le M3. هذاك اهم سيني بربي، هذاك شدوه بالباهي وحفظوه، راهو مش صعيب باش تراوهم لي زو سورتو. شوف لان الكابيتاتوم هاو لي زانترليني واضحين ولاو كل شيء. دونك الكابيتاتوم واضح في البروفيل راهو يونيفورمتو كيما هكا، هذاك كيدير له تعريض شويه وبعد اللي عنده اون تيت فوق. السيميلونير واضح كيما الهلال، راه ما يستحقوش برشا، ما يهمكمش فيهم العظومه الاخرين شنوما، فهمني ما يهمكمش هكا باش يبدا يحكي لكم على السكافويد هاو 45 دوغري واحد كل شيء، مش مشكل هذاك الكل كاين. لو بلوز امبورطون انه يكون عندنا لاكس هذا راديوس سيميلونير كابيتاتور et troisième métacarpien. Est-ce qu'il y a des questions? فماش des questions? donc الحاجات هكوما اللي qu'est-ce qu'on peut retenir. Donc ce sont ces messages. Il y a d'autres lésions certainement au niveau du membre supérieur qu'on peut passer toute la journée en parler, mais ce sont les cas pièges et les نجم نغلطوا فيهم que ce soit في الديagnostic que ce soit انه نعملوا بريز اون شارج غلطه فيهم. دونك حبيت هذوما جنسيست عليهم برشا، ان شاء الله تكونوا شديتوهم هكا. ياتيل دي كيستيون؟ الو ميرسي دكتور هشام. دو ريان. وكاين حاجاتكم باي كيستيون ولا ذكرتوا حتى حاجه بعثوا لي ميساج تنجموا تكلموني في اي وقت. داكوردو، مرحبا بك.